Merci de me rejoindre dans ce premier webinaire. Je me suis lancé un challenge perso qui est d'animer des webinaires cette année sur les sujets de mon quotidien. J'ai tout simplement envie de vous partager les sujets liés au digital pour la mode. En échangeant avec des personnes du secteur du textile, j'ai constaté qu'on n'a pas forcément le temps de se renseigner sur les sujets qui sortent de notre périmètre. Donc, en plus, avec les événements de 2020, aujourd'hui, il y a eu pas mal d'accélération dans le besoin d'exploiter le digital pour continuer à diffuser les collections de la maison. Et l'objectif de ce webinaire est de vous montrer en 30 minutes un condensé sur la 3D, sur ce qui se passe en ce moment. Donc, si vous avez des sujets qui vous intéressent pour être partagés via un webinaire, si vous avez envie d'aborder vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, surtout, n'hésitez pas à m'en faire part dans le chat ou par email. Alors, qui suis-je? Bonjour, je m'appelle Alexandra Buor. J'ai une expérience de 17 ans dans le prêt-à-porter, plutôt luxe haut de gamme, en tant que développeur produit, puis en tant que chef de projet dans les uniformes. Et depuis un an, j'ai changé de voie en arrivant chez Fit Retail et je suis en charge du département des technologies liées au design et à la 3D. Ah, on me dit que la presse ne se lance pas. On est toujours sur la slide 1 de notre côté. Très bien. Alors, je vais recommencer. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? Je change. Est-ce que maintenant vous voyez mon profil? Yes, c'est parfait. Ok. Bon, voilà. Donc ça, c'est moi, c'est ma tête. Et comme vous pouvez voir, je me réveille 3D, je mange 3D, je dors 3D. Enfin voilà, c'est ma nouvelle vie et ça me plaît bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Fit Retail, je vais vous faire une petite présentation flash. Donc Fit Retail est un cabinet de conseil dans l'intégration des solutions digitales pour la mode et le retail. On intervient principalement dans l'industrie du textile, luxe, prêt-à-porter, retail, accessoires. Et comment optimiser le process avec des logiciels tels que le PLM, le RP, la 2D, la 3D, en fait sur l'ensemble du circuit du produit, donc de sa conception à sa mise en boutique. Au sommaire, donc on va survoler rapidement les technologies utilisées aujourd'hui. Je vais ensuite vous parler de 3D, car c'est une des technologies donc, qui révolutionne le circuit du produit. Elle commence, et comment est-ce qu'elle peut être exploitée. Et je vais ensuite vous exposer tous les enjeux liés à la 3D. Et pour terminer, j'aimerais un échange avec vous de vive voix où je répondrai donc à vos questions qui ont été écrites dans le chat. Donc on est parti. En tant qu'introduction, je voulais juste passer en revue express les technologies qui ont marqué le circuit du produit dans la mode. Donc dans les années 80, donc c'était la CAO pour digitaliser les patrons. Ça nous paraît bien lointain, mais ça fait pas si longtemps que ça finalement. Puis dans les années 2000, on a amené le PLM pour aider à centraliser et à structurer les informations. On a aussi l'arrivée de la suite Adobe, comme Illustrator et Photoshop, qui sert plutôt à créer les croquis à plat, les croquis techniques, les sérigraphies, les imprimés, réaliser les fiches techniques, les plans de collection, etc. Et aujourd'hui, pour moi, c'est au même titre que la CAO, la 3D arrive pour remettre en question notre mode de fonctionnement. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, qui pour moi est plutôt un futur plus que proche, enfin, c'est même aujourd'hui. Donc, lors de nos échanges dans mon quotidien, beaucoup de personnes ne semblent pas avoir la bonne définition de ce qu'est la 3D pour la mode. C'est un outil qui impacte fortement le circuit du produit et qui demande vraiment une remise en question dans l'organisation interne. Ça fait même émerger de nouveaux métiers. Donc aussi, la 3D permet de faire des choses qui ne sont pas possibles aujourd'hui dans le circuit du produit que nous connaissons. Au-delà des définitions, la 3D est vraiment permet de faire évoluer chaque partie dans chaque département. Par exemple, les stylistes, ça leur permet de visualiser des volumes, de s'inspirer, de tester des matières, de modifier des carry-over, donc des reconduits. Dans le développement, ça permet de monter un modèle très rapidement et de faire un rendu final en studio pour faire une prise de décision rapide. En review, en buying, en fonction de vos termes, on peut permettre on peut proposer des variantes de couleurs en virtuel plutôt que de faire plusieurs prototypes de salesman. On peut aussi créer des défilés virtuels.
faire des turntables 360. Donc ça, c'est des sortes de prises de photos actives qu'on voit tout autour et le produit, on tourne autour. Et faire des vues détaillées du produit. En production, ça permet aussi de vérifier le bien-aller sur les toutes tailles, chose qu'on ne peut pas faire forcément aujourd'hui avant le lancement en production. En marketing, bon, photoshoot, défilé virtuel, mise en scène, c'est assez large. Et en vente, en e-commerce, ça permet aussi de présenter des produits, de personnaliser, de faire des essayages. Vous verrez tout ça un peu plus loin. Donc, comment je vais procéder? Je vais vous présenter la 3D en suivant un circuit du produit un peu stéréotypé. On va commencer par le studio. Donc, après avoir effectué des recherches d'inspiration, on allait dans des salons pour choisir des matières qui vont contribuer à la création des thèmes et des silhouettes. Avec la 3D, si elle est intégrée dans le circuit du produit, on peut effectuer son sourcing en ligne. Ça permet d'accéder à des échantillons déjà scannés qui sont utilisables dans les logiciels de simulation, de recevoir en parallèle les échantillons physiques. Et si les matières choisies qui ne se trouvent pas dans les catalogues digitaux, on peut scanner les matières et envoyer les échantillons aux éditeurs des logiciels 3D ou utiliser en interne avec le matériel qui est dédié pour cette étape. Donc ça permet vraiment de définir les propriétés physiques comme le poids, le stretch, l'aplomb de la matière. Tout ça, c'est pris en compte dans les logiciels 3D, ce qui permet d'avoir un rendu similaire à la réalité. Donc là, à droite, vous pouvez voir un même patronage, un même patron avec deux matières différentes qui ont des propriétés différentes, forcément, et ça permet de voir un rendu qui n'est vraiment pas du tout le même. Donc aujourd'hui, les fournisseurs de matières et de composants commencent à proposer de plus en plus cette option d'avoir la version digitale, et ça va vraiment devenir une généralité. Si vous créez de la maille, la 3D existe aussi. Il est possible d'obtenir des échantillons en physique et en version digitale. On peut faire des mélanges, créer son fil, les jauges et les tensions des fils, elles sont même prises en compte. Du coup, je vous propose de faire un petit jeu. D'après vous, lequel des échantillons est réel, le 1 ou le 2? Je vous laisse me donner votre réponse dans le chat. Alors, ça commence à répondre. Ah, j'ai plein de messages non lus. 1, 2, 1, 2. J'ai dit 50-50. Je vais pas faire durer le suspense trop longtemps. En fait, 1, 2, les deux. Bon, il y en a un qui a raison, c'est les deux. Ils sont tous les deux digitaux. C'est assez bluffant. Je trouve ça assez top. Voilà. Si on a une bibliothèque de forme, ou si le styliste est à l'aise en modélisme, il peut également transmettre ses volumes via la 3D. Il part d'une base existante ou il peut créer son volume, des variantes, en fonction de son inspiration et qui seront ensuite retravaillées par les modélistes. Ça permet vraiment de pousser la créativité pour le styliste et de tester. On passe ensuite par la case développement qui commence aujourd'hui souvent en atelier, donc bureau d'études. On peut rester sur la création d'une toile, qui est la manière traditionnelle, la reprise d'un patron pour le modifier. Sinon, on reprend le modèle que le styliste a étudié en 3D pour le retravailler afin qu'il soit finalisé pour qu'il puisse être exploitable pour la suite du développement. Donc c'est vraiment en fonction de comment on a envie d'intégrer la 3D. Il y a plusieurs options. Une fois que le patron est prêt, plutôt que de faire un lancement d'un proto à l'atelier ou en usine, c'est bien là que la 3D intervient. On monte le modèle directement sur un avatar aux mesures de base. L'avatar dans la 3D est l'équivalent de notre mannequin de bois. Donc pour les personnes qui sont à la mise au point, vous savez à quel point c'est important. Ce qui est bien, c'est que le modéliste peut constater dans l'immédiat les mises au point évidentes et modifier dans la foulée. Niveau timing, pour info, en fonction de sa complexité, le montage d'un proto virtuel est entre 10 minutes pour un modèle très simple, genre un t-shirt, à, on va dire, 5 heures en fonction de la complexité du modèle. Et quand on est
quand on est plutôt à l'aise, quand on a fait quelques montages déjà, quand on est monté en compétences. Et ça, c'est hors finition. Donc tout ce qui est surpiqûre, couleur et sérigraphie. Ça, en général, ça prend peu de temps. Mais en tout cas, en termes de montage, c'est à peu près l'ordre d'idées en fonction de la complexité du modèle. On effectue ensuite les essayages avec le style et procéder aux modifications en temps réel. Le modèle peut être validé dans la foulée avec des essais de matière, des gammes de coloris par exemple. Et c'est super utile en fait pour la prise de décision ou pour présenter un thème. C'est ultra visuel, on peut pas, voilà, on peut pas, on peut pas ne pas décider sans ce visuel. Donc en fonction du logiciel 3D, le patron est modifié directement sur la CAO, parce qu'on a des logiciels 3D qui sont en lien avec la CAO, ou alors pour les logiciels qui ne sont pas, qui n'ont pas de connecteur avec, la CAO, on retravaille le modèle en mode empreinte pour modifier le patron natif. En tout cas, c'est ce que je conseille. Pour finir, on lance les modèles validés dans les coloris et les matières désirées, ce qui réduit considérablement le temps en développement. Certains éditeurs vont me dire, bah non, on lance plus du tout, on va être en 100% digital, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir encore du physique parce que ça permet d'avoir tous nos sens en éveil et un prototype final est quand même très important. En tout cas, pour moi, ça l'est. On peut transposer cette méthodologie sur des développements spécifiques, comme des commandes VIP par exemple, ou des commandes personnalisables. Lors des présentations en collection, donc là on passe vraiment dans le département commercial et marketing, on est donc dans les sessions d'achat et on peut avoir un modèle réel et présenter des variantes en virtuel, comme je vous le disais. Donc il y a des possibilités de réaliser des défilés, comme vous pouvez voir sur la photo de gauche. C'est une étape qui peut se réaliser en interne ou qui peut être externalisée parce que ça demande vraiment une connaissance dans l'animation 3D. Donc c'est un autre monde. Et ça sous-entend du coup de développer un département spécifique à ça ou de former les gens qui ont une appétence pour l'animation 3D. À droite, je vais vous montrer donc une petite vidéo juste pour un peu vous montrer ce que ça donne. Bon, c'était pour m'amuser, hein. On voit que je suis pas styliste quand même. Ça permet vraiment de donner vie aux vêtements. Et puis, on passe donc au showroom. Pour la présentation toujours des collections, on a aussi la possibilité de créer un showroom virtuel et de faire des sélections en réalité augmentée. Il est possible de se promener dans une boutique virtuelle grâce à des lunettes de réalité augmentée, donc des lunettes AR, pour voir en grandeur nature la présentation de la collection, par exemple, ou un défilé. C'est des outils qui sont dédiés à offrir vraiment une autre expérience auprès des services commerciaux, de réduire le nombre de salesman et puis d'offrir plus de variantes dans les modèles. Dans tout ce qui est presse, photoshoot de catalogue, vraiment le côté très marketing, on peut pousser le modèle virtuel dans des présentations. On l'a vu récemment chez Balmain, qui a présenté la collection croisière printemps 21. Il existe par exemple une agence aujourd'hui de mannequins virtuels qui s'appelle The Digital, qui propose des contrats de photoshoot comme pour des vrais mannequins. Donc, par exemple, là, on voit Choudou à droite, qui est principalement une égérie dans le luxe et qui coûte relativement cher. À savoir aussi pour les DA exigeants, il est possible de créer un avatar jumeau au mannequin cabine réelle ou son avatar idéal. La création d'un avatar personnalisé peut même devenir l'égérie de la marque. Il y a d'ailleurs quelques influenceurs qui cartonnent sur Instagram et qui poussent cette tendance. Là, quelques influenceurs qui ont beaucoup d'abonnés et qui ne sont pas de vraies personnes. Elles n'existent pas. C'est pour vous montrer des exemples pour vous faire prendre conscience en fait que la 3D est déjà parmi nous depuis un petit moment. Et il y a de plus en plus de marques qui les utilisent pour faire la promotion des modèles, des collections. Donc, je vois par exemple Nounouri, elle travaille beaucoup avec Marc Jacobs, Dior et Versace. On passe maintenant à la production. On va pouvoir vérifier la gradation sur plusieurs tailles avec la 3D. En général, on demande une tête de série, une première pièce de prod, puis des séries tailles avant, pendant ou même après pour vérifier les mesures versus son tableau de mesure. Mais est-ce que le fit est vraiment bon? Il faut savoir quand même que 30% des retours des achats en ligne sont liés à un problème de taillant. Donc avec des avatars gradés aux mesures de notre clientèle
ou des mesures normées. Là, par exemple, on voit des mannequins Alvanon. Vous pourrez faire des essayages sur les tailles clés de votre marque ou de votre client type. Taille 40, taille 44, qui sont par exemple des tailles assez prononcées sur les monsieur, madame, tout le monde, et qui sont des tailles difficiles à trouver dans les agences de mannequins. Donc ça permet vraiment de s'assurer que le bien-aller correspond à la morphologie de notre clientèle. Ça permet aussi de réduire les retours liés au problème de bien-aller et aussi de vérifier des exemples de proportions de poches, de valider des groupements de taille pour réduire les commandes de zip, par exemple. Donc ça permet vraiment de visualiser ce qui peut être regroupé. Ça peut vraiment apporter un plus dans la vérification du fitting et du confort dans toutes les tailles. Bon, bah là, une fois que le modèle est prêt, bah, il est lancé en prod. Là, rien ne change vraiment. Le travail en chaîne reste le même. Mais qu'est-ce que peut faire la 3D pour un fabricant? En fait, au stade de la collection, ça permet de vérifier le montage et de prendre connaissance du modèle. Il y a souvent des problèmes quand on commence à monter un modèle sur le montage, et là, ça bloque le prototypiste. Bah, pour le coup, ça permet vraiment de prendre cette connaissance et éviter de bloquer une chaîne. Ça permet aussi de se servir de la 3D pour les placements des imprimés, par exemple. C'est un retour général que j'ai eu de la part des usines. Et plutôt que d'envoyer plusieurs prototypes, le même modèle en plusieurs matières, bah, ils envoient un proto physique et des variantes en 3D. Il y a pas mal d'Italiens qui commencent à le faire. Ça va permettre aussi de désengorger les chaînes de prototypage qui sont plus qu'en flux tendu, pour ceux qui connaissent, et du coup de réaliser des modèles qui auront plus de chances d'être présentés au showroom. Pour la production aussi, il faut savoir qu'il existe des usines qui mettent à profit la 3D, notamment pour réaliser des modèles tricotés sans couture. Ça existe plutôt en Asie aujourd'hui, mais ce concept va bientôt arriver en France. Donc, je vous en dirai un peu plus dans un article ou un webinar peut-être. Enfin, en tout cas, je vous tiendrai au courant sur ce sujet. Je trouve ça vraiment super. Au niveau merchandising, je vous ai déjà un peu parlé des showrooms virtuels. Et bien là, il est possible d'avoir aussi une boutique virtuelle. Plutôt que d'avoir un site e-commerce standard, le client rentre dans le site comme s'il rentrait dans un magasin physique. Donc, vous l'avez peut-être vu récemment, mais Dolce Gabbana a lancé ses boutiques virtuelles. Donc, on se promène comme si on était avenue Montaigne. On clique sur un modèle qui plaît, puis on peut voir toutes ces informations et éventuellement le mettre dans le panier et passer à l'achat. C'est vraiment une nouvelle façon de faire du shopping. En plus, si on a créé son modèle 3D dès le départ, bah, c'est facile de préparer ses rayons, ses tables de présentation. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore la 3D, ça reste en revanche possible, mais le process est assez fastidieux. Après, le rendu est quand même pas mal. Côté expérience client, je trouve cela assez chouette parce qu'on a des grands écrans qui nous permettent d'effectuer des essayages, mais sans essayer. Moi, perso, je déteste perdre mon temps en cabine, surtout quand l'article ne me plaît pas. Donc, autant se regarder dans ce miroir magique avant d'essayer pour de vrai. On choisit l'article et on se place à une distance spécifique pour se voir dans le modèle choisi. Sinon, la photo droite permet de faire un essayage à distance. Elle est sur son iPad et ça lui permet d'essayer des boucles d'oreilles. Moi, je trouve quand même ça assez sympa de pouvoir essayer de cette manière avant de se faire plaisir. Dans l'expérience client, on peut aussi scanner son corps via son téléphone portable ou pour pouvoir créer son avatar perso. Pourquoi? Eh bien, pour effectuer des essayages virtuels avant d'acheter en ligne. En Asie, il y a des magasins qui ont même mis des scans dans les cabines d'essayage afin d'obtenir son avatar pour pouvoir acheter autant en physique qu'en ligne. Le body scan peut être aussi super utile quand il faut effectuer beaucoup d'essayages, comme dans le secteur de l'uniforme par exemple. C'est un secteur où ça peut demander de faire des essayages sur tout le personnel avant de passer une commande parce que la population de la marque elle est assez spécifique. Donc il faut pouvoir constituer un bon de commande avec le besoin de tous les collaborateurs. Et des fois, si la marque est mondiale, cela veut dire beaucoup de morphologies différentes. On peut avoir une gamme de taille de taille 32 à 56 pour la femme, par exemple. Donc il faut ensuite prévoir un stock tampon en miroir avec cette population. Ça permet aussi pour une marque de mode de connaître un peu mieux le corps des clients qui achètent chez eux. Voilà, donc là, je vous ai présenté un éventail de toutes les possibilités qu'on peut avoir avec la 3D, de l'idée à sa mise en vente, sans oublier l'expérience client qui aujourd'hui est très importante. Maintenant, on va regarder ensemble les enjeux avec la 3D.
Donc, pour rappel, avec un circuit standard, une collection sera mise en boutique 9 mois en moyenne après avoir été dessinée par le styliste. Bon, certaines marques vont mettre plus de temps, entre 12 et 18 mois, et puis d'autres moins. Ce n'est pas une généralité. À savoir que dans ce temps, il y aura eu beaucoup d'investissements auprès des équipes. Je pense que vous savez de quoi je parle, ceux qui sont vraiment dans le développement. Quelques chiffres d'une collection dans laquelle j'avais participé à son développement pour vous donner un peu un exemple. Le style avait proposé 250 coquilles, où 200 ont été sélectionnés. Et puis après, on est parti dans un rythme effréné de lancement de prototypes P1, P2, d'interminables essayages. Et en fin de saison, juste avant la buying, on avait comptabilisé 480 prototypes, toutes étapes et matières confondues, plus des mock-ups. Et ça, c'était hors 16 man. Donc les 216 man étaient ensuite prêts. Le service marketing et commercial organise leur réunion pour la revue, avant les shootings et l'ouverture de la buying. Forcément, là, il y a toujours des modèles qui sont annulés. Donc au final, on avait eu 110 modèles qui ont été présentés en showroom. La buying session passe, certains modèles n'atteignent pas les minimums de prod ou tout simplement parce qu'ils ne plaisent pas, donc ils sont aussi annulés. Donc au final, on avait seulement 68 modèles avec des variantes de coloris en plus qui se retrouveront en production puis en boutique. Quand on regarde tout ça, au final, c'est tellement d'investissement en temps, en énergie et en budget. C'est juste, en chiffres, c'est juste énorme. Donc avec la 3D, on réduit une collection de 3 à 4 mois, si on se base sur celle de 9 mois. Et on retrouve plusieurs enjeux importants sur la stratégie de la société et aussi pour les équipes. Pour la créativité, par exemple, ça permet une augmentation de créativité pour les designers. C'est une ouverture qui n'a plus de limite. Ça permet vraiment une représentation réaliste du produit. Donc pour collaborer entre le studio, le développement, le marketing, le commercial, tout ça, ça permet vraiment c'est un facilitateur d'échange. On a ensuite donc le time to market, ça permet aussi de réduire les délais de développement, d'accélérer les prises de décision et puis de réduire le nombre de prototypes physiques ainsi que les allers et retours avec les usines. Ça rejoint la partie économique qui dit réduction de prototypes, forcément réduction de budget. Et c'est aussi un sujet qui est de plus en plus important, c'est au niveau écologique, la réduction de l'empreinte carbone, moins de transport entre les fournisseurs et les usines, du coup ça va réduire cette partie-là. Les réductions des matières consommées, parce que c'est vrai qu'en collection, on achète énormément de pièces types, on va faire beaucoup de développement. Là, ça permet aussi de réduire considérablement les matières. Et donc, on peut aussi faire une baisse des invendus et du stock si on revoit notre manière de penser à notre stratégie commerciale. Ça rejoint l'expérience client. Donc, l'expérience e-shopping avec la 3D, donc avoir son avatar intégré pour pouvoir faire ses essayages en virtuel, de pouvoir aussi effectuer de la réalité augmentée, de personnaliser son produit, de faire des essayages. Et puis aussi, comme je vous disais, repenser sa stratégie commerciale. Il y a de plus en plus de marques qui vont présenter une collection en ligne en précommande, avec une certaine date limite d'achat en quantité. Et une fois que ça a été atteint, on va lancer la prod, ce qui fait qu'il n'y a plus de stock. En plus, ça permet d'avoir des modèles un peu plus exclusifs pour le consommateur, donc tout le monde y gagne. Ça, c'est quelques chiffres qui résument l'impact sur le budget et l'empreinte carbone. Donc, je suis partie sur une base de 100 modèles qui sont allés jusqu'en showroom. J'ai calculé le coût du développement sur un modèle avec et sans la 3D sur du Made in France, du Made in Europe et du Made in China. Afin d'avoir des chiffres concrets sur les réductions des coûts, j'ai exclu les modèles annulés parce que les chiffres étaient un peu trop aléatoires et je vous avoue que je m'en sortais plus. Et concernant la 3D, j'ai fait un lissage sur l'investissement informatique sur 5 ans parce qu'il faut quand même des machines relativement puissantes et une moyenne de prix sur les licences sur une équipe de 10 personnes à peu près. Bon, les chiffres parlent pour eux-mêmes. Voilà. Donc, comme vous avez pu voir, le mouvement 3D est en marche. On a des marques comme Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas qui sont 100% digitales et qui en font la promotion. C'est vraiment les leaders sur le marché. La digitalisation des collections, elle s'est énormément accélérée par les événements. En France, on est en retard par rapport à nos amis européens. Mais on voit un changement quand même radical face à la 3D depuis quelques mois. Il y a vraiment un engouement. Intégrer la 3D demande de se remettre en question, de se projeter sur 3 voire 5 ans
pour mettre en place les bons outils sur le long terme et surtout s'assurer que le circuit du produit soit fluide. C'est pas parce qu'on va intégrer la 3D qu'on va gagner du temps. Ça, il faut se le dire aussi, parce que c'est vraiment l'ensemble de l'organisation autour du produit, des tâches qu'on va avoir au sein des équipes, des connecteurs entre les logiciels, et tout ça, ça va faire la différence. Il y a beaucoup de sujets aussi à penser autour de cette intégration et c'est très important de ne rien oublier pour que l'intégration soit vraiment fluide et qu'il y ait un retour sur investissement positif. Les prochains rendez-vous, si vous avez envie d'avoir de nouvelles régulières sur ce qui se passe dans le digital, qui est lié à la mode, bah, je vais organiser d'autres webinaires. J'ai aussi d'autres collègues qui sont branchés sur divers sujets dans le digital et qui vont, bah, j'espère, nourrir votre réflexion ou tout simplement votre curiosité. En mars, nous allons vous présenter un cas client avec qui je suis en train de revoir toute l'organisation 3D pour que ce soit vraiment partie intégrante dans leur process. Ensuite, je serai avec Laure pour vous parler de l'intégration de la 3D dans le PLM. Donc là, ce sera plutôt en avril. Et puis, on aura d'autres sujets à venir qui vont certainement évoluer avec vos besoins et vos idées. J'ai déjà pas mal eu de retours. Donc, n'hésitez pas à me contacter en direct via LinkedIn ou via mon adresse mail. Voilà, je suis tout à fait, je serais très contente de vous avoir via ces biais. Voilà, on arrive aux questions et réponses. Alors, je vais regarder sur le chat. Est-ce qu'il y a eu des questions écrites? Alors, est-ce que le support pourrait être mis à disposition? Alors, on va vous envoyer le webinaire, mais je ne pourrai pas vous transmettre le support. Après, vous avez la vidéo, ce qui est quand même pas mal. J'ai pas de questions qui ont été écrites sur le chat, donc je vous laisse me poser des questions en live si vous le souhaitez. Pas de questions? Est-ce que cela est applicable à la lingerie? Alors, oui et non. Oui, parce que ça permet d'avoir un visuel très fort. On peut avoir des rendus assez dingues en termes pour la lingerie. Après, pour tout ce qui est mise au point, je mets un petit bémol parce qu'aujourd'hui, il y a une problématique majeure chez les éditeurs 3D, c'est que le corps est dur parce que au niveau des calculs pour la machine, bah, il faut avoir cette partie-là un peu plus dure pour paramétrer. Et donc, surtout au niveau de la poitrine, là où c'est une partie qui n'a pas d'os, enfin, au niveau du galbe, le rendu peut, en fonction des logiciels, peut être plus ou moins bon. Après, pour moi, dans la lingerie, il est quand même nécessaire d'avoir un essayage physique pour le galbe de la poitrine, par exemple, qui est important. Mais au lieu d'avoir, je ne sais pas, 3 ou 4 essayages physiques, peut-être qu'un seul suffit. Avez-vous des notions de coûts à partager? Combien coûterait un outil 3D pour de la créa styliste? Alors, ça dépend du nombre de personnes que vous allez avoir. Ça dépend aussi de la solution que vous allez choisir. Parce que on a du pas cher à du très très cher. On a des solutions 3D qui vont intégrer de la CAO et d'autres qui vont juste être une solution 3D. Après, ça dépend aussi du nombre de personnes que vous allez avoir dans l'équipe. Si vous êtes 2, ça va forcément coûter moins cher. Si vous êtes 10, bon, bah là, c'est pas le même tarif. Je ne sais pas si Laurine, vous avez un chiffre en termes d'équipe pour vous donner une fourchette, si vous avez envie d'avoir un peu plus de précision. Donc, bah, Laurine, si vous me répondez, je rebondirai je reviendrai sur cette question-là. Euh, pour 5 stylistes environ, c'est assez. On pourrait partir de, je dirais, je parle hors matériel informatique, mais en termes de prix, je dirais entre 2000 et on va
va dire 75 000 parce que c'est vraiment large en termes de logiciels. Je vous dis qu'il y a vraiment du pas cher et du plus cher. Quel logiciel paramétrer avec la CAO? Alors, vous avez par exemple Optitex, vous avez Balectra, vous avez Assist qui est vraiment lié 2D, 3D, c'est-à-dire qu'on n'a pas de besoin de connecteur, c'est intégré. Donc tout ce que vous allez modifier sur le patron ou sur l'avatar, ça va se modifier. Et après, il y a par exemple, Browseware va avoir des connecteurs avec des solutions CAO qui vont permettre de jongler entre les deux. En revanche, Clo est le seul aujourd'hui à ne pas être forcément, n'a pas forcément de connecteur, mais a d'autres qualités en termes de facilité entre les deux logiciels, entre la CAO et la 3D. Quel est le gain estimé pour de la grande distrib et l'hypermarché? Bah, ça dépend de votre organisation, mais pour moi aujourd'hui, ce que je conseille, c'est vraiment d'organiser des bibliothèques et des blocs de patronage pour, pour vraiment gagner en temps. Et qui dit gagner du temps va gagner de l'argent. Donc, comme je vous avais montré un petit peu en amont, ça c'était alors les prochains rendez-vous, ça revient sur cette slide. Vous serez à peu près dans l'ordre de ce positionnement. C'est-à-dire que vous avez une réduction relativement de 50% en prix et en temps. Coût des licences, bah, c'est variable comme je vous disais. Une idée de temps de formation. Alors, en général, il y a des formations de 3 à 4 jours. Ça va être le minimum. Et quand on a de la CAO intégrée, ça peut aller jusqu'à 15 jours puisqu'on a la prise en main du logiciel 2D et du logiciel 3D. Quelle formation faut-il avoir pour se former à la 3D? Alors, pour ce qui est du styliste, il faut quand même avoir des notions de modélisme. Donc, pour ce qui est modéliste, bon, il n'y a pas de question à se poser. En revanche, pour ce qui est styliste, il faut avoir des bases de modélisme. Avoir quand même une certaine connaissance sur Illustrator et Photoshop, parce que ça va permettre vraiment Je vois que Nadège lève la main, donc je vais finir les questions et après je donnerai la parole à Nadège. Ensuite, pour ce qui est des modélistes, ça va être pareil, une connaissance un peu d'Illustrator et de Photoshop. Parce que souvent les modélistes vont être axés très montage et moins dans tout ce qui est Illustrator. Après, beaucoup de modélistes deviennent de plus en plus formés à Illustrator pour créer les fiches techniques, par exemple. Donc c'est vraiment, pour moi, avoir des connaissances en modélisme, Illustrator et Photoshop, c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc, on a vu différentes marques. Comment choisir en fonction de nos besoins? Et ben justement, c'est là où il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut avoir en collection? Est-ce qu'on veut avoir du visuel hyper important? Est-ce qu'on veut pousser jusqu'à faire du, euh, du défilé? Est-ce qu'on a envie après de pousser à la 3D dans du fitting? Tout ça, ça va permettre de faire vraiment de définir vos besoins, va vous permettre de prendre, d'avoir un listing réduit sur les différents logiciels. Et après, c'est plutôt de faire des POC, comme on dit, donc des essais, des tests en interne avec des équipes ou, euh, ou alors de tester. On a d'autres façons. Si vous avez envie de vous pencher sur ça, bah, vous pouvez me contacter en direct. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est vraiment de connaître vos besoins dans l'immédiat, à moyen terme et à long terme. Connaître la stratégie de la société, où est-ce qu'elle a envie d'aller. C'est hyper important. Alors, quel est le pourcentage approximatif retour lié produit? Alors, je vous avais expliqué que souvent, quand on fait des achats sur Internet, il y a à peu près 30% de retours qui ont été recensés sur plusieurs rapports. Donc 30%, c'est énorme dans tous les retours. Ça veut dire que sur 10 modèles, on en a 3 qui sont liés à ça, ça ne va pas. Donc, si on fait vraiment un fitting sur une plus grande base de taillant, bah, ça va permettre de réduire tout ça. Alors, avez-vous une idée du temps nécessaire pour modéliser un modèle? Alors, comme je vous ai expliqué au début, ça peut prendre très peu de temps comme beaucoup. Si vous avez envie de donner un style à un t-shirt, on va dire
Donc, monter le modèle, on va mettre, allez, 10 minutes. On va vouloir ensuite le personnaliser, faire quelques variantes. Je vous donne une demi-heure avec les finitions. En revanche, une robe très, on va dire, de flou, avec plusieurs doublures, montage corset ou autre, là, je vous donne entre 5 et 8 heures avec finition. Donc, ça demande vraiment une certaine technicité quand on est dans des modèles complexes. Quelle émotion cela produit? J'aime bien cette question. J'ai peur que le virtuel n'apporte pas suffisamment d'émotion quand on remplace un show ou un showroom. Les logiciels ne sont pas encore assez puissants pour reproduire fidèlement les tissus, la physique et le mouvement. Alors, je suis d'accord et pas d'accord. Pour moi, enfin, ça c'est vraiment un point de vue très personnel. Il y en a qui vont me dire, bah non, c'est pas du tout comme ça qu'on le voit, le 100% digital, c'est comme ça qu'il faut aller. Moi, je trouve que quand on est dans la mode, on a besoin d'avoir nos sens en éveil. Et donc, il faudra toujours aujourd'hui des prototypes physiques parce que le toucher va nous donner une émotion. Parce que de voir un rendu, ça va permettre aussi de visualiser les variantes en virtuel. Donc, pour moi, il me faut un mix. Je pense que ça va permettre de garder une certaine émotion. Et puis, les showrooms, enfin, un show virtuel, ça donne quand même, enfin, c'est assez bluffant. Faut vraiment arriver dans l'animation très poussée, mais quand on part dans des showrooms, dans des défilés, pardon, hyper poussés avec une mise en scène, c'est dingue. Donc, je pense que ça peut donner de l'émotion, mais pour moi, un prototype physique reste quand même important au sein d'une présentation d'une collection. Peut-on passer d'Illustrator et traiter tout en 3D? Alors, je suis en train de travailler sur ça aujourd'hui. C'est une des problématiques aujourd'hui que je rencontre dans la mise en place d'un process 3D. Alors, oui, c'est possible. Après, il y a tout un jonglage entre justement les outils. Et c'est là où c'est important de pouvoir se connecter pour que tout reste fluide. Il ne faut pas que ce soit une machine à gaz, une usine à gaz. Et le but, c'est d'accélérer vraiment la prise de décision, de présenter ses boards, tout ça. Donc, se passer d'Illustrator en totalité, je dirais que non. Il y a InDesign aussi, il y a Photoshop, tout ça, enfin, Adobe est quand même très important pour les stylistes. Illustrator est énormément utilisé pour les imprimer, les sérigraphies, et elles sont nécessaires pour qu'elles puissent ensuite passer en 3D. Loïc, alors oui, j'avais fait, donc comme j'expliquais tout à l'heure sur cette slide, j'avais fait tout un tableau où je me suis amusée à faire le calcul de l'empreinte carbone que ça pouvait coûter à un colis qui partait de la France à la France, de la France à la Bulgarie ou à la Roumanie, de la France en Chine, les va-et-vient, le prix que ça peut coûter aussi à un fournisseur nous envoyer de la matière. Enfin, j'ai à peu près une soixantaine de lignes pour avoir calculé l'impact écologique sans la 3D et l'impact positif lié à la 3D. Donc là, on est on est à plus de 60, enfin de 50%. Comme vous pouvez voir, on réduit notre empreinte carbone à moins 53% sur le positionnement luxe, à moins 58% sur du Made in China. J'avais calculé, je crois, pour le Made in China, on était à plus de 13 000, on était à 13 tonnes pour faire 100 modèles. On descend à 5008, ce qui est quand même assez énorme. Lors du développement, le style et le technique interviennent-ils en collaboration? Alors oui, surtout, il faut surtout être en collaboration, c'est hyper important. Je prône pour le collaboratif parce que sinon, l'outil 3D, c'est pareil, hein, c'est comme quand on envoie une fiche de style à un modéliste, si on n'échange pas, ça sert à rien, on ne peut pas transmettre. Ça va être beaucoup plus visuel la 3D. Mais ça va être beaucoup plus parlant et l'échange va être beaucoup plus fluide. Est-ce que cela inclut la partie data cloud, tête des fichiers générés par l'usage pour impact? Alors, CE2. Alors, j'ai commencé, j'ai mis une fourchette parce que j'étais partie dans le délire du poids fichier généré à l'impact sur le cloud et tout. Et là, comment dire? C'est pas que j'avais pas que ça à faire, mais disons que ça devenait hyper lourd et j'avais d'autres sujets à traiter. Et j'ai mis une fourchette de l'impact CO2 lié à un taille de fichier, au cloud, à la data.
On pourra échanger si vous voulez en tête, enfin, de manière un peu plus. Là, c'est vraiment, on rentre dans le détail. Je suis pas sûre que ça intéresse à toutes les personnes dans le créatif, mais oui, dans mon résultat, j'ai intégré la partie data, mais sur une fourchette plutôt light, parce que je partais vraiment dans du calcul un peu lourd. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, je vous remercie. Il y en avait des super intéressantes. Je suis ravie que vous me les ayez posées. Ça montre vraiment un intérêt pour la 3D et pourquoi je me réveille en fait tous les matins pour être une activiste de la 3D. Donc, ça me ravit d'avoir ces questions-là. Si vous n'avez pas d'autres questions, dites-moi. Oui, je vais vous redonner mon adresse mail. Voilà, je viens de vous l'afficher. Je vous remercie infiniment de m'avoir posé toutes ces questions, d'avoir suivi mon premier webinaire. Je vous dis pas que j'avais un peu le trac, mais ça va beaucoup mieux. J'étais ravie qu'il y ait autant de monde qui se soit joint à moi. Et j'espère que j'aurai des nouvelles de votre part. Contactez-moi via LinkedIn. Vous aurez de temps en temps des petits sujets que je mettrai sur mon profil. Et puis surtout, si vous avez des idées de webinaires, partagez-les moi. Je serais ravie d'en faire un sujet. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde!